Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. Ça y est, je me lance. C'est le coup d'envoi de mon podcast. C'est full ascenseur émotionnel, joie, stress, excitation, déception. Moi, c'est Kadou. Je ne vais pas faire un épisode entier pour me présenter, juste cette intro pour dire que malgré la peur du jugement, je réalise un projet qui me tient à cœur. Parler de sujets un peu sous-cotés, notamment des choses qui ont bouleversé mon parcours de vie, mais aussi celui de mes invités. Pour ce premier épisode, c'était important pour moi de dévoiler une part de moi en abordant ma maladie cœliaque. Et avec l'invitée la plus précieuse qui soit, ma maman. Bonjour maman. Bonjour Khadija. Je vais revenir un petit peu sur la définition de la maladie cœliaque sans rentrer trop dans les termes médicaux. En gros, la maladie cœliaque, c'est une maladie chronique intestinale auto-immune. Elle est causée par l'ingestion d'une ou plusieurs fractions protéiques du gluten qui sont contenues dans certaines céréales type blé, seigle, orge, etc. Et elle provoque une inflammation et des lésions de la paroi intérieure de l'intestin. Donc en particulier, c'est une atrophie villositaire qui entraîne une mauvaise absorption des nutriments, notamment le fer, le calcium et l'acide folique. Donc voilà, partant de ce postulat, ça a été compliqué de vraiment poursuivre une vie ordinaire avec cette maladie dès le plus jeune âge. Donc maman, je vais commencer à t'interroger un petit peu. Comment tu te sens déjà ? Ça va, je te remercie, ma grande. Tu te sens bien pour ce premier épisode ? Oui, pas de raison. Super. Je voulais qu'on recontextualise déjà la période où arrive le diagnostic et les signaux de la maladie cœliaque. Donc on est en Algérie dans les années 90. J'ai quel âge à peu près ? Ben, tu avais exactement quand ça a été diagnostiqué, tu avais 14 mois. Pourquoi ? Parce que tu prenais mon sein, donc on s'en est pas rendu compte. D'accord, ok. Et c'est quoi les premiers signes ou les symptômes qui t'ont fait te dire « Ah ben là, il y a un problème ». Au fait, au départ, c'était juste un simple rhume, quoi. J'étais un petit peu enrhumé, le nez bouché et tout. Mais je voyais que quand même, tu commençais à maigrir. Parce qu'en prenant le sein, c'était bien. Et donc, du coup, je t'emmène chez un pédiatre uniquement pour le rhume, quoi. Je voyais ma petite fille maigrir, le ventre qui n'arrêtait pas de gonfler, et là, une faiblesse générale, c'est-à-dire qu'elle ne tenait plus debout, elle était carrément alitée, et là, vraiment, dans un état, elle mangeait rien. Et donc, je ne comprenais pas. C'était vraiment les signes où j'ai failli péter un plomb parce que au début, ils me disent, quand je l'ai emmenée, effectivement, elle avait le nez qui coule. Et qu'on me dit, écoutez, on va d'abord soigner ça et on verra après. Est-ce qu'il y a un moment où tu pensais que ça y est, c'était fini, quoi ? Elle s'en remettrait pas ? Oh que oui, elle n'arrêtait pas. Donc, elle avait des diarrhées. Le ventre gonflé. Mais franchement, vous voyez, on pouvait compter les os, quoi. C'est incroyable. D'un coup, c'est venu, mais ça a été très, très vite. C'est ce que je n'ai pas compris. Mais même trop vite. Bon, franchement, trop vite. Et c'était vraiment là où ça commençait à aller. Au fait, le premier déclic, moi, je pensais pourquoi c'est resté comme ça. On lui avait fait le vaccin de 18 mois. Et bon, on s'est dit, elle a un peu de fièvre, elle est fatiguée, c'est le vaccin. Un jour, c'est le vaccin 2 jours, c'est le vaccin 3 jours. Mais c'est pas possible. C'est à partir de là où ça s'est dégringolé, mais à un point incroyable, inimaginable. Ma fille était un petit squelette, quoi. Elle était squelettique, des diarrhées, elle n'arrivait pas, même pour articuler, pour parler, elle n'arrivait pas à parler. Mais je pensais jamais que bon, je l'ai su qu'après que cette maladie, si on pouvait pas si on soignait pas par régime bien sûr, qu'on pouvait reprendre. Moi je pensais qu'elle allait, sincèrement, tout le monde, moi non, bien sûr, j'avais toujours l'espoir que ma fille
ça va. Mais tout le monde autour de moi, ma mère, mes frères, tout le monde pensait que c'était la fin. Ouais. Et quand tu crois que c'est désespéré, etc., tu utilises un peu tous les moyens en ta possession. Enfin, est-ce que voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer Alors, justement je vais te faire rigoler, ma fille. Quand j'ai un frère qui est très sensible aussi, qui adore mes enfants aussi, et j'étais là, je pleurais, désespérée, et on lui a dit, écoute, si vous lui ramenez des scorpions et vous essayez de les brûler, il vous faut au moins 12, et ça ira mieux. Moi, tu sais, on a tout fait, tu vois, maintenant que j'en parle, c'est ridicule, c'est du n'importe quoi, mais sur le moment, tu es ouverte à tout, quoi. Tout ce qu'on te dit, tu te dis, bah, ma foi, je vais essayer ça jusqu'à ce qu'elle aille mieux, quoi. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher 12 scorpions et que vous les avez brûlés que oui. Dans quelles conditions? Enfin, comment ça Que s'est passé oui. cette histoire? Ben, mon frère qui arrive avec ses scorpions, c'est un sudiste, donc mon frère, il s'y connaît un petit peu. Sudiste, on parle bien sûr du Sahara. Du Sahara, exactement, exactement, donc il connaît des gens, etc. On lui a ramené ses scorpions. Ben, on les a mis par terre, bien sûr, comme c'était expliqué. Et moi, je la prenais, enfin, je la tenais comme ça dans mes bras. Et ils brûlaient un par un. Ben, c'est vrai que, maintenant que je te dis ça, ça te surprend mon cœur, mais tu sais, on m'aurait dit, tu te coupes tes doigts de main, je l'aurais fait sur le moment, quoi. Et puis j'étais très, 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 très sensible. Je voulais même pas entendre que quelqu'un disait que c'était grave et que je sais pas si elle va guérir. Là, bah, franchement, c'était... Et là, j'étais pas bien, je l'ai emmenée chez le pédiatre. Et du coup, le pédiatre, il me dit, je sais pas, on n'est pas sûr, mais je crois qu'elle a la maladie cœliaque. Et il y avait trop de monde, donc j'ai pas eu plus d'informations que ça. Moi, la maladie cœliaque, c'est quoi? Oui, on te dit ça comme un pavé dans la mare et on n'a pas le temps de t'expliquer, on te met un mot comme ça et c'est même pas sûr en fait. Tout à fait. Ouais. Et donc du coup, et là c'était à l'hôpital, un pédiatre, parce que j'avais le pédiatre de mon fils, donc je l'avais pas déjà consulté, il était en vacances. Et là je pars, j'étais affolée. Pourquoi? Parce que sachant pas ce que c'était. Bon, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, je n'avais pas d'ordinateur. Comme par hasard, je prends mon dictionnaire pour vérifier. Cœliaque, ça veut dire gluten surtout. Peut-être qu'elle est allergique au gluten. Et comment on en sort de ce moment où rien ne va? En fait, quelle va être la démarche que tu vas faire qui va tout changer et comment on en arrive finalement au diagnostic où on va poser les mots de la maladie cœliaque? Ben, justement, en consultant le médecin, il m'a dit justement, je pense que c'est la maladie cœliaque, mais on verra après. Donc, moi, c'est là, à partir de là, où j'ai commencé à me renseigner ce que c'était. Peut-être c'est le gluten. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle ce jour-là, quand je l'ai su, je passais de chez ma mère, puis ma mère, elle était là, il y avait ma fille sur ses genoux, puis je l'ai entendu dire que je ne sais pas si elle va pouvoir vivre longtemps, cette fille, quoi. J'ai entendu ça, elle ne pensait pas que j'étais là. J'ai pris ma fille, j'ai pris la voiture, c'était une R16 de mon frère, avec la boîte à vitesse au niveau du volant. Je ne sais pas comment j'ai fait, moi qui avais arrêté de conduire. Je suis arrivée chez moi. J'ai fermé la porte, j'ai pris ma fille. Je suis rentrée avec elle dans la baignoire, on a pris une douche. Je l'ai enveloppée, je suis partie, vu qu'on m'a expliqué à peu près que le riz c'était bon et tout. J'ai commencé à faire des petites tartelettes de riz. Et je les ai mises au four. Et je commençais à les couper. Elle avait du mal à mâcher. Je les écrasais dans mes mains. Je lui mettais comme un oiseau, quoi, dans la bouche. Et elle a commencé à manger petit à petit, petit à petit. Incroyable, mais vrai. Mais c'est vrai que je ne sais pas. J'étais là, j'ai oublié la gravité et je me suis concentrée que sur ça. C'est-à-dire que si on s'était prise à temps, peut-être, je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Mais du coup, excuse-moi, mais à ce moment-là, on est sur une suspicion d'intolérance au gluten.
À quel moment on en vient au diagnostic officiel, finalement, formel, que c'est une maladie cœliaque? Comment tu as eu confirmation de ça? Ben justement, je t'avais dit que mon pédiatre n'était pas là. L'hôpital, je voulais plus revenir parce que le pédiatre, c'était malgré lui. J'avais l'impression qu'il n'a pas pris beaucoup de temps et puis qu'il ne voulait pas expliquer. Partir sur Alger, comme par hasard, c'est incroyable. Toutes les portes étaient fermées, quoi. Pourtant, il y a des médecins et tout. J'avais pas de chance ce jour-là. Donc, tout était bloqué. Mais en attendant mon pédiatre, j'ai commencé, puisqu'ils ont dit peut-être que c'est ça. De toute façon, c'était que des bonnes choses. Donc là, vous avez des soupçons d'intolérance au gluten, voire maladie cœliaque. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes passé par une biopsie pour confirmer ce diagnostic? Et justement, quand je t'ai emmené chez le pédiatre, j'avais déjà commencé le régime par moi-même, de faire le régime, parce que je me suis dit si c'est ça. Le pédiatre, vu tout ce que je lui ai expliqué, comment que tu étais avec la diarrhée, etc., et il a vu que tu étais mieux, enfin, je lui ai expliqué dans quel état tu étais et que tu allais beaucoup mieux, il me dit, ça doit être ça, mais il faut prendre un rendez-vous pour faire une biopsie. Donc, on a continué le régime et ça allait beaucoup mieux. Tu te sentais bien. Bon, mis à part les petits écarts où ma mère, quand elle voyait que tout le monde mangeait on appelle des marek chez nous, c'est une espèce de galettes. Et donc, elle l'a prise de côté, elle lui a donné juste un petit bout. Elle lui a dit, oui, mais tout le monde regarde. Ma fille, elle l'a pris. D'ailleurs, pour Khadija, elle m'a beaucoup aidée par rapport à sa maladie depuis petite. Ça, par contre... c'est incroyable. Et donc, ma mère, elle lui a donné un peu. Et c'est incroyable, mais j'ai senti que le soir, au niveau des selles, c'était pas comme d'habitude. J'appelle ma mère, je dis, écoute, maman, est-ce que tu as donné? Est-ce que Khadija l'a pris? Elle me fait oui, elle m'a fait de la peine. Tout le monde mangeait de la galette. Et sauf elle. Et là, j'ai pété un plomb. Vraiment, j'ai pété un plomb. J'ai dit non, il faut pas. Je sais que tu crois que moi, je veux pas lui donner, mais bon, bref. Et c'est vrai que depuis, Khadija, pourtant elle était petite, à chaque fois que quelqu'un voulait lui donner un biscuit, elle dit demandez à maman si je peux le manger. Et ça, moi, ça me brisait le cœur, mais elle m'a beaucoup aidée. Mais du coup, c'est vrai que les autres, ils comprenaient pas forcément l'impact que ça pouvait avoir. Parce que je réalise moi aussi avec le recul et avec l'âge que souvent, comme on parle d'intolérance au gluten, que c'est pas une allergie, que ça se voit pas systématiquement, et que parfois sur de petits écarts on voit pas de gros symptômes, on peut penser qu'en fait ça a pas d'importance, alors qu'en fait c'est vraiment... toi tu m'as vu passer par une période où ça aurait pu être mortel littéralement. Donc Absolument. du coup, le régime, tu l'as pris très au sérieux, alors que d'autres, ça a dû être compliqué de leur expliquer et faire comprendre, bien que pour beaucoup, ils ont vu aussi ce qui s'est passé. Oui, c'est incroyable. Là, après tout le monde, ma mère me disait, excuse-moi ma fille, parce que elle a dû faire plusieurs tentatives d'ailleurs, elle t'aimait beaucoup. Mais, et tout le monde a compris après, et y compris toi, très jeune. Et du coup, pour cette fameuse biopsie, on t'a dit que j'allais beaucoup mieux. Oui. Donc, toi, tu l'as vécu comment, cette biopsie? Parce que c'était compliqué du souvenir que j'en ai de ce que tu m'as raconté. Alors, le résultat, il était très satisfait, j'étais très contente, mais avant, c'est-à-dire que quand elle était allongée, la biopsie sans anesthésie, ma vie qui avait 2 ans, ma fille, donc vous imaginez c'est pas possible, enfin, c'est passé, j'étais très mal de la voir comme ça, presque je me suis dit, finalement ça va mieux, mais c'est juste pour être sûr, quoi. Et bien sûr que les résultats... Tu t'es demandé si c'était la bonne solution de faire la biopsie? Absolument. J'ai eu tellement de peine pour ma fille, avec le petit fils là qui rentrait, et puis sans anesthésie, j'étais choquée, quoi. Et en plus, j'ai eu beaucoup de chance, parce que toi, tu le supportais bien, c'était moi qui le supportais pas. C'est ça le problème. Mais, enfin, j'étais contente parce que les résultats étaient favorables, quoi. Enfin, ils étaient vraiment bien en disant, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, et ça m'a rassurée, c'est-à-dire dans mon élan,
que le régime a bien marché. Et si ce n'est que ça, je remercie Dieu parce que ça aurait pu être une maladie grave ou beaucoup plus grave que ça. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais tu avais des outils pour gérer absolument, ça. absolument. Et justement, il y a mon pédiatre parce que après la biopsie et tout, j'avais rendez-vous tous les 3 mois chez mon pédiatre pour la consultation. Et quand je l'ai amené au bout de la deuxième ou troisième rendez-vous, il l'a pesé, il me fait, mais madame, franchement, pas de diarrhée. Elle a bien repris, le poids il est bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté, voilà, je cherche que des recettes. J'essaye de faire tout mon possible. Je me levais à 6h du matin pour lui faire son pain avec du riz. Et là, il me dit... La galette de riz? La fameuse galette de riz. Mais le pire, c'est que... Tu sais que la galette de riz, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. C'est-à-dire que quand juste je sens l'odeur, je repense à la galette de riz, c'est... Ouais, j'ai un affect pour ce plat. Et c'est pas du tout les galettes de riz sèches qu'on retrouve en supermarché, qu'on soit clair. et là, le pire, c'est que j'en faisais beaucoup parce qu'il y a toute la famille qui en prenait. Donc, on était obligés de les cacher, quoi, pour que ça reste que pour toi. Donc, il m'a demandé de lui donner quelques recettes, quoi, le pédiatre. Et puis voilà. Ouais, et puis à un moment donné, je crois qu'on t'a même dit que j'aurais un retard de croissance. Ah, ça par contre, c'est la seule chose pourquoi j'étais, enfin sévère, non, j'étais vraiment strict avec le régime, parce que j'ai entendu dire que finalement, elle pourra jamais grandir si elle suit pas le régime strict comme tout le monde. Et ça, oui. J'ai dit, alors, il n'en est pas question. Alors bon, je suis pas géante, je fais qu'1m60, mais ça va quand même. Hein, ah oui, mais je suis pas grande non plus, j'ai pas eu la maladie cœliaque et je fais ta taille. Non, mais j'étais censée être plus petite que la moyenne, effectivement, parce que la maladie cœliaque peut créer une mauvaise absorption des nutriments et ça peut empêcher effectivement la croissance ou en tout cas amener quelques difficultés. Et du coup, une fois le régime sans gluten respecté à la lettre, il y a plus cette problématique-là. On m'a vu vraiment grandir dans la norme. Tout à fait. Et effectivement, j'ai eu aussi la chance d'être diagnostiquée jeune et très jeune et d'avoir pu respecter le régime très vite. Ah oui. Et de pouvoir bénéficier voilà, de cette croissance parce que voilà, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Enfin, oui, tu dis tu as eu de la chance, mais moi, je peux pas dire que j'ai eu de la chance parce que tu vois ta fille... une petite fille qui voit tout le monde manger, par exemple, pour les gâteaux d'anniversaire. Donc, je suis là pour les cousins, les amis, et tout le monde prend une part de gâteau, sauf ma fille. Eh, vas-y, prépare le gâteau, il n'est pas le même. Ah non, ça n'a pas été facile. Mais bon, l'essentiel, c'est que c'est passé. Et puis voilà, quoi. C'est ça. Je me rappelle très bien aussi avoir vu un jour lors du Téléthon, parce qu'on aimait bien regarder le Téléthon chaque année. Tout à fait, on le fait tout le temps d'ailleurs. Et au moment de la marche des maladies rares, j'ai vu apparaître le nom de la maladie cœliaque. Et en fait, je pense, et je devais être ado, je pense que c'est là que j'ai réalisé que c'était pas si courant que ça, et que c'était pas juste une intolérance basique type allergie. Avant ça, je réalisais pas vraiment. On me disait, tu n'as pas le droit de manger ça. Bon, je me cantonnais à ça. Et puis en réalité, quand j'ai vu que c'est une maladie rare et que effectivement il y a d'autres conséquences que juste l'absorption des nutriments ou du gluten, que ça peut aussi entraîner d'autres types de maladies associées, qu'on est plus vulnérable sur beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est grave, c'est important, c'est pas rien. C'est pas juste une allergie. Non. Attention, l'allergie, c'est pas rien non plus, mais je veux dire, contextuellement, c'est vraiment une maladie. Qu'est-ce que ça te fait de voir qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de produits sans gluten dans les supermarchés et de plus en plus d'options finalement dans les restaurants qui sont d'ailleurs obligés maintenant de signaler les allergènes sur leur carte. Est-ce que finalement, manger sans gluten, c'est devenu plus populaire ? Quel bonheur! Non, manger sans gluten, non, mais celui qui est allergique, je suis désolée, c'est un grand bonheur. Parce que moi, la période où on était en Algérie, même d'ailleurs en France, il y en avait, mais c'était rare.
quand j'étais en Algérie, moi, on ne pouvait pas acheter des pâtes sans gluten, on pouvait pas, le pain sans gluten, il n'existait pas. Enfin, il y avait rien. Si, il y avait juste, c'est incroyable, mais vrai, une usine, pas très loin de chez nous, c'était des petits biscuits sans gluten. Il y avait que une usine de biscuits sans gluten. Et là, bien entendu, on ramenait des cartons. Mais sinon, non, il y avait rien. Il y avait rien. Oui, c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, personne ne connaissait le gluten. Quand j'étais à l'école, je disais oui, je suis intolérante au gluten ou je ne mange pas de gluten. Est-ce qu'il y a du gluten dans tel plat ? Et alors, personne ne comprenait de quoi je parlais, quoi. C'était parce que, autant quand on est intolérant au lactose, enfin, c'est des mots un petit peu plus courants, ou quand on a des allergies, voilà, c'est des produits spécifiques. Le gluten, alors en réalité, même quand on explique ce que c'est que le gluten aujourd'hui, c'est tellement vaste, oui, on le trouve dans le blé, l'orge, etc. Mais, etc., c'est quoi ? Enfin, il y a tellement de subtilités. Dans les épices. Dans quelques épices, dans plein de choses, on va retrouver du gluten, et donc c'est très très subtil, il faut toujours se renseigner, vérifier, etc. Mais en tout cas, à l'époque, je devais expliquer à mes camarades et personne ne comprenait. Alors qu'aujourd'hui, il y a un switch parce que les gens en ont déjà plus ou moins entendu parler. C'est presque assimilé à une mode californienne parce que je sais que parfois, je pose la question quand malheureusement certains restaurants ne le signalent pas sur leur carte, les allergènes. Et on me regarde du genre oh là là, c'est bon, qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi elle veut à tout prix du gluten, celle-là ? Parce que c'est important, en fait. Je suis littéralement cœliaque ou même quelqu'un de simplement intolérant au gluten. Si on choisit de ne pas en manger pour aller mieux, il faut vraiment que tout le monde joue le jeu aussi à côté. Donc, mais en tout cas, ça s'est popularisé. Et moi, à titre personnel, ça m'a fait plaisir parce que je suis pas la plus grande cuisinière du monde, donc de pouvoir trouver quand même de plus en plus de produits dans les supermarchés, alors qui valent leur prix, hein, on va pas se mentir, mais on parlera plus tard de certaines choses qui peuvent être mises en place, notamment grâce à la sécurité sociale. Voilà. Il y a aussi la difficulté de devoir poser plein de questions quand on est au restaurant ou assez proche pour être sûr de manger ce qu'il faut. C'est encore plus difficile parce qu'on se sent observé, jugé, on voit le regard des autres et on a l'impression d'être une chieuse et des fois on veut pas déranger les autres. Donc, enfin moi en tout cas je dis mais non mais c'est bon, j'ai pas faim de toute façon. Ah non, vous inquiétez pas. Alors qu'en vérité si j'ai très très faim. Mais je veux pas mettre les gens mal à l'aise et en même temps je réalise que ce qu'ils proposent je peux pas le manger et je leur en veux pas parce que c'est compliqué de devoir prévoir pour tout le monde, mais c'est vrai que du coup, moi, je me retrouve à part. Encore une fois, ça m'arrive souvent quand même de me retrouver à part à cause de ça et de me sentir jugée ou observée quand je fais une demande par rapport au sans gluten. Et est-ce que tu as des conseils, maman, pour les parents d'enfants avec la maladie cœliaque ? Enfin, un conseil, ce que je peux leur dire, soyez une maman. Je sais que ce n'est pas facile, bien entendu, mais c'est pour le bien-être. C'est pour le bien-être de votre enfant. Ne dites pas, oui, il veut un peu de pain, c'est pas grave, je vais lui donner un petit bout. Non, et non, et non. Ça peut pas se faire, non. Vous suivez le régime convenablement et votre enfant vous remerciera plus tard. Et ça sera parfait. Merci maman, merci beaucoup d'avoir donné ton témoignage et d'être revenue sur cette histoire qui réveille parfois des choses, je sais pas, très très simples, une période qui a été très angoissante pour toi. Je te remercie, mais là juste avant que tu parlais et que tu disais qu'à chaque fois tu avais l'impression que tu étais chiante et là j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'étais vraiment témoin de pas mal de trucs. Je te voyais passer les choses, mais l'essentiel, c'est que tu es en bonne santé. Tu t'en fous. Oui, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai de la chance. Moi aussi, je t'aime. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en bonne santé et forcément, c'est ce qui compte. Du coup, je voudrais revenir sur 2-3 petites choses fondamentales. Donc, la maladie cœliaque, on est sur une intolérance au gluten. C'est donc pas une allergie. Si c'est pas une allergie, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de signe visible. On ne va pas avoir avoir d'urticaire ou voilà, voir des choses
cutanées qui vont surgir. Il s'agit vraiment de lésions intestinales, donc c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Et quand on le découvre, le régime, c'est à vie. Il ne faut pas confondre donc l'intolérance au gluten avec l'allergie au blé, qui est un peu plus rare, et qui met en jeu vraiment un mécanisme immunitaire différent. Des réactions d'hypersensibilité immédiate avec des manifestations allergiques. C'est important de le dire parce que moi, du coup, j'ai fait des écarts à l'adolescence. Je pensais être guérie. Donc déjà, est-ce qu'on en guérit de la maladie cœliaque ? Non. Non. On n'en guérit pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est suivre un régime sans gluten à vie. Et moi, à l'époque, j'ai fait des écarts en me disant, voilà, je commençais à être un peu à l'adolescence et je faisais les anniversaires des copains. Et j'avais envie de manger une part de gâteau. Maman n'était pas là. Maman n'était pas là pour surveiller. Je voulais manger une part de gâteau, je mange la part de gâteau, puis tout va plus ou moins bien. Puis de temps en temps, des petites pâtes par-ci, un McDo par-là, voilà, plein de petites choses, voilà, de temps en temps, en me disant, j'ai pas forcément de symptômes apparents ou de symptômes qui soient trop contraignants. Parce que la réalité, c'est que j'avais des symptômes. Mais comme ils étaient supportables, je préférais me faire des petits plaisirs et supporter des formes de douleur ou de digestion difficiles. En me disant, si c'est pas plus que ça, c'est pas si grave. Loin sans me douter que j'arrive à l'âge de 26 ans et là, rien ne va plus. J'ai mal tout le temps, beaucoup. Je décide d'aller refaire, de faire une fibroscopie pour voir où j'en suis. Donc on me fait une prise de sang pour évaluer mes anticorps qui sont très 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 hauts. Et je refais une fibroscopie et là je me fais gronder par la gastro-entérologue qui a tout à fait raison parce que justement j'ai fait des écarts en pensant être guérie alors qu'en fait j'ai empiré mon cas. J'ai créé plein de lésions sur mes intestins qui font que j'arrivais plus à absorber les nutriments, à digérer, j'avais des douleurs et plein de symptômes qui vont avec. Et du coup, j'ai réalisé qu'il fallait pas que je joue avec ma santé et que c'est pas parce que ça ne se voit pas que c'est pas présent. Donc il faut faire très très attention. Quand on a une maladie cœliaque, c'est un régime à vie. Il faut trouver d'autres formes de plaisir gustatif. On peut essayer de cuisiner. Il y a de plus en plus de recettes maintenant qui sortent vraiment dans des livres, sur les réseaux, avec des influenceuses, etc. Sachez que moi, en tout cas, je l'ai appris à mes dépens. J'étais pas du tout guérie. Et donc aujourd'hui, je ne fais plus d'entorse à la règle. C'est sans gluten. Je fais très attention, sans pour autant être obsessionnelle dessus, parce que des fois on peut vite rentrer dans une obsession, la volonté de tout contrôler. Je fais attention, mais je ne veux pas me créer trop d'angoisse pour autant. Petit bon plan pour les personnes avec la maladie cœliaque, il est possible donc avec la sécurité sociale de bénéficier de réductions sur certains produits sans gluten après avoir reçu le diagnostic de la maladie cœliaque qui aurait été confirmé par justement une biopsie de la paroi intestinale. Pour cette démarche, il faut que votre médecin fasse une déclaration d'ALD non exonérante. Par contre, attention, pour l'avoir fait, c'est super, mais je n'ai pas réalisé que je devais le renouveler cette demande. Donc je ne l'ai pas fait et je me suis retrouvée à ne plus pouvoir en bénéficier. Donc il faut bien vérifier l'échéance de votre ALD pour effectuer la demande de renouvellement. Alors, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on doit faire une demande de renouvellement d'une maladie qui, a priori, ne peut pas être guérie dans l'absolu. Mais bon, si on doit rentrer dans ce jeu administratif, faites attention, vérifiez la fin de la période d'ALD pour bien effectuer une demande de renouvellement. Et une fois que vous avez accès à ça, c'est relativement simple. Vous pouvez passer par l'application Amélie, vous avez juste à scanner les QR codes des produits sans gluten qui sont éligibles et à ce moment-là, vous allez avoir une réduction. Voilà, c'est pas incroyable parce que proportionnellement au coût des produits sans gluten, je pense qu'effectivement, ça reste, malgré les réductions, un vrai budget. Mais c'est toujours ça et c'est mieux que rien. Je souhaiterais parler aussi d'un effet un peu domino qu'il y a avec la maladie cœliaque parce que parfois, avec la maladie cœliaque, on peut avoir des prédispositions sur des risques de maladies, notamment de la thyroïde. Moi-même, j'ai une hypothyroïdie
Moi, je n'ai pas donc la maladie auto-immune d'Hashimoto qui est associée, alors qu'elle est souvent liée à l'hypothyroïdie. Mon médecin me disait que souvent une maladie auto-immune peut en cacher une autre, et il semblerait que je sois une exception sur ça en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, parfois certaines prédispositions ouvrent d'autres types de complications. Il peut aussi y avoir d'autres types de complications liées à la maladie cœliaque, comme par exemple l'ostéoporose, qui est principalement due à une carence en calcium. Donc voilà, si vous avez une maladie cœliaque, n'hésitez pas à respecter le régime à la lettre et puis à faire attention aussi à tous les autres signes de santé qui peuvent surgir et à bien consulter en cas de problème. Et on va finir ce podcast sur des petites recommandations. Donc, moi déjà, je vais commencer par une recommandation pas très healthy, mais une des choses qui parfois peut être un peu dure à tenir quand on a la maladie cœliaque, c'est quand on sent les odeurs des repas qu'on aimait beaucoup, et notamment la malbouffe. Alors, je vais pas vous mentir, mais l'odeur du McDonald's, ça me faisait baver, alors que je sais que c'est mauvais, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, et en réalité, je suis bien contente d'avoir arrêté McDo, mais parfois on a cette petite frustration, et en fait, j'ai découvert qu'il existe plusieurs pays européens qui proposent des menus sans gluten au McDonald's. J'ai pu notamment en bénéficier en Italie et en Suisse moi-même. Je sais que certaines influenceuses ont fait une liste de tous ces McDo sans gluten, et franchement, pour de petits plaisirs ponctuels, ça fait du bien de savoir que ça existe. Ensuite, voilà, j'aimerais recommander 2-3 influenceuses, donc notamment Gluten Libre, qui donc n'a pas de maladie cœliaque, mais qui est aussi sur un régime sans gluten. Et j'adore son contenu, c'est vraiment solaire. J'adore ce qu'elle propose, et voilà, je me reconnais beaucoup en elle. Et surtout, elle a créé une carte collaborative. Et ça, c'est génial. Et avec cette carte, on voit partout dans le monde des recommandations de restaurants sans gluten, et on peut en ajouter nous-mêmes aussi. Donc, le concept est génial, et n'hésitez pas à la suivre. Il y a aussi Petite Glutenerie entre amis, que je trouve très sympa comme profil, qui aussi répond comme Gluten Libre assez rapidement quand on leur envoie des DM, des questionnements, etc. Donc, c'est vraiment des personnes accessibles. Et alors moi, ça, c'est vraiment mon petit coup de cœur, mais qui est vraiment culturel finalement. C'est Ma vie sans gluten. Elle a aussi une page YouTube sur laquelle elle partage des recettes. Et effectivement, moi, étant algérienne, et j'ai justement cette distance avec beaucoup de plats maghrébins qui sont composés de plats traditionnels, c'est ça, qui sont composés avec du gluten, notamment des pâtisseries orientales. Et donc, sur ses réseaux, Ma vie sans gluten donne justement des recettes de plats orientaux sans gluten, mais aussi sans lactose. Et donc, ça permet de faire soi-même ses recettes, et effectivement, c'est intéressant culturellement d'avoir accès à ce type de recettes-là, parce qu'effectivement, on a accès à plein de recettes sans gluten de plus en plus aujourd'hui, même par de grands chefs. Donc, sur la spécificité orientale, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et ça me rappelle, encore une fois, on revient sur des madeleines de Proust, ça me rappelle mon enfance, parce que je suis finalement née en Algérie, et voilà, il y a ces petits souvenirs qui remontent quand je peux manger un plat qui vient de là-bas, donc c'est intéressant. Et alors, dernière recommandation qui est, je pense, une des plus importantes. C'est donc l'AFDIAG. Le site de l'AFDIAG, qui est l'Association française des intolérants au gluten, il est très complet. On va y trouver des recommandations, des listes de produits, des recettes, des événements, et puis la définition, la description de la maladie cœliaque. Donc ce site-là, il est génial. Ils ont aussi créé l'application Gluton qui permet de retrouver des restaurants en fait qui ont été formés par l'AFDIAG pour pouvoir proposer du sans gluten et être sûr et rassuré quand on va au restaurant. Alors, il n'y a peut-être pas encore assez de restaurants à mon goût de référencer dessus, mais c'est parce que, il vérifie vraiment chaque restaurant, et il s'attarde sur le fait qu'ils aient la formation adéquate. Mais on peut aussi utiliser la carte collaborative de Gluten Libre, comme j'en parlais précédemment.
Donc voilà, allez suivre tout ça et j'espère que mon petit parcours à moi aura pu vous intéresser. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà, maintenant vous saurez. Ciao, ciao. À la prochaine.